Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 9h33, nous allons parler de l'éducation nationale, évidemment, et nous allons revenir sur deux sujets. Un, la difficulté pour l'éducation nationale d'attirer des enseignants, de futurs enseignants, et deux, les résultats qui sont communiqués par le ministre Gabriel Attal, résultats des tests d'évaluation passés en septembre par les élèves. Avec nous pour en parler, Cécile Riac, qui est députée du Val d'Oise et membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation nationale à l'Assemblée nationale. Cécile Riac, bonjour. Bonjour. Et nous attendons Yannick Trigans, qui est conseiller régional Île-de-France, secrétaire national PS, école, collège et lycée. Alors, Cécile Riac, regardons les résultats. Vous avez vu ça. Gabriel Attal a détaillé les scores des tests passés. Alors, je résume. En sixième, sur cette génération qui a passé les tests là en septembre, il y a une amélioration par rapport à la génération précédente. Amélioration en lecture et en calcul. C'est bien ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, c'est une bonne nouvelle. Oui. Quand le niveau des élèves progresse, c'est une très bonne nouvelle. Mais après, je pense que vous allez basculer sur la quatrième. La quatrième, où les résultats sont un petit peu beaucoup moins bons. Mais également où les résultats en CP sont c'est pas terrible. Voilà. On va pas dire que c'est pas terrible, mais en tout cas, comme vous l'avez dit, stagne. Ce qui est important aussi, c'est qu'il faut quand même voir que ces évaluations sont faites donc à la troisième rentrée post-Covid. Oui. Donc on est aussi quand même sur des générations, particulièrement pour les élèves de 6e, qui ont vécu le Covid. Et là, pour le coup, je pense qu'on peut tout de même se féliciter d'avoir cette progression, malgré les difficultés qu'ils ont eues à l'époque pour ces élèves-là. C'est eux qui étaient en CE1 et en CE2. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement le distanciel ne les a pas pénalisés ? Ça veut dire que le distanciel ne les a pas pénalisés, mais surtout je pense que la politique de école ouverte, qui a été très difficile à mettre en place, et pour lesquelles le monde enseignant s'est fortement mobilisé, eh bien a été une bonne chose pour les élèves. Donc il fallait laisser les écoles ouvertes. Il fallait laisser les écoles ouvertes, et puis là je tiens de nouveau à saluer vraiment le monde enseignant qui, durant cette période très difficile, a véritablement n'a pas lâché ses élèves. Non, mais vous avez raison. Mais ça, c'est très très intéressant à souligner. Effectivement, le ministre n'en parle pas. Vous avez raison de le souligner, Cécile Riac. Si les résultats en sixième sont bons, c'est aussi parce qu'il y a eu un effort considérable de l'éducation nationale, des enseignants, lors du Covid, pour garder les écoles ouvertes. Nous sommes aussi avec Yannick Trigans, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Oui, vous entendez ce que dit. On était sur les résultats sixième. Vous avez vu les résultats. Vous avez vu les chiffres donnés par Gabriel Attal. On disait, Cécile Riac disait, si les résultats sont bons sur cette classe d'âge sixième en cette rentrée, c'est parce que, en partie, on a gardé les écoles ouvertes pendant le Covid. Ce qu'on peut dire effectivement, c'est que le mérite en revient très largement aux enseignants qui, dans cette période, on l'a peut-être oublié, mais ont quand même dû fonctionner dans des conditions particulièrement chaotiques, puisque les enseignants apprenaient, par exemple, dans la presse le dimanche soir, quels étaient les protocoles de fonctionnement de l'école, puisque le ministre de l'époque, M. Blanquer, prévenait donc la veille pour le lendemain. Mais on peut dire au crédit de Jean-Michel Blanquer, je veux pas le défendre ici, mais on peut dire, il faut être honnête, on peut dire au crédit de Jean-Michel Blanquer que lui aussi a toujours été favorable au maintien de l'école ouverte. Oui, bien évidemment. Ceci étant, encore une fois, ce sont nos enseignants. Et sur le terrain, dans une période comme celle que l'on connaît, y compris avec les dramatiques événements qui viennent de se produire récemment, plus que jamais, nos enseignants ont besoin d'être soutenus, reconnus et valorisés. Ça n'est malheureusement pas le cas en ce moment. Bon, alors Yannick Trigans, sur le CP, ça stagne. Pourquoi, selon vous ? Cécile Riac, pourquoi est-ce qu'en CP, ça stagne ? Là, de nouveau, je fais référence au Covid, mais là, pour le coup, les enfants qui aujourd'hui sont en CP sont ceux qui étaient en petite section.
Oui. Et ça a été très très difficile, particulièrement, vous savez, qu'en petite section de maternelle, et puis c'est tout le cycle 1, l'apprentissage de base, c'est l'acquisition du langage, le vocabulaire, la socialisation. Lorsque vous avez un masque sur le visage, en termes d'apprentissage, ça a été extrêmement difficile, et ça, tous les spécialistes l'ont confirmé. Donc le fait que cela stagne, alors que la génération qui a connu petite section, très difficile, la moyenne section avec les masques, et plus un stress ambiant, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal que nos enfants en CP puissent avoir un niveau qui s'est stabilisé. Petite remarque, vous savez que particulièrement au niveau des pays de l'OCDE et au niveau de l'Europe, nous sommes l'un des rares pays qui voit ses résultats augmenter en 6e, mais à minima stagner. Dans la plupart des autres pays, ça régresse. Ça régresse. Oui, sur le CP. Le CP, c'est la question de l'école maternelle. Oui. Cette école maternelle, qui d'ailleurs, on ne le dit jamais assez, mais est quasiment unique au monde. Puisque la France a cette école publique gratuite pour les enfants dès l'âge de 3 ans, parfois même trop peu aujourd'hui pour des enfants de 2 ans. Et donc cette école, elle permet dès la petite enfance de préparer aux apprentissages. Oui. Et donc on est quand même dans une situation encore difficile aujourd'hui, parce que si on a une école maternelle dont on peut être fier, pour autant, le budget de l'éducation nationale en France, malheureusement, investit depuis des années plus de 2 fois plus, par exemple, sur le lycée que sur le premier degré. Et donc l'enjeu, il est pour aujourd'hui et pour demain d'investir très massivement sur le premier degré, puisque c'est dans le premier degré que l'on prépare finalement la scolarité ultérieure. Cécile Riac, vous êtes d'accord ? Bien entendu que je veux dire qu'il faut investir sur l'école primaire, mais c'est ce que nous faisons depuis 2017. Depuis 2017, il y a eu une augmentation de 700 € par élève justement dans l'école primaire, puisque en 2017 on était à peu près à 6100 € d'investissement sur ce niveau. Aujourd'hui, on en est sur le budget 2024 à 6800 € par élève. Donc ça fait bien partie de nos priorités. Et ce que vous dites également sur l'école maternelle est fondamental. C'est d'ailleurs pour ça que l'école maternelle est devenue obligatoire depuis 2019. Parce que c'est bien les apprentissages à l'école maternelle qui, comme je vous l'ai dit, particulièrement sur l'acquisition du langage et tout ce qui est socialisation, qui s'avère très très important. Dernier point, l'école maternelle, c'est aussi l'entrée de l'école inclusive, c'est-à-dire une école accessible pour tous. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur cette école maternelle. Il y a encore, par contre, beaucoup de choses à faire, que ce soit en termes d'effectifs, en termes d'accompagnement des élèves. Et vous l'avez dit en introduction aussi sur la formation des enseignants. Voilà, les chantiers doivent être continués, être ouverts et être poursuivis. Je voudrais juste rectifier, Madame Riac, parce que je pense qu'entre nous, il faut qu'on se dise les choses. La scolarisation obligatoire en maternelle, pourquoi a-t-elle été mise en place ? Elle a été mise en place pour la seule raison que M. Blanquer avait décidé avec le gouvernement précédent, qui était de financer les maternelles privées. Pourquoi ? Parce que la scolarisation obligatoire dans la loi, quand vous la décidez à l'école maternelle, vous obligez les collectivités à financer les maternelles privées. Pourquoi ? Parce que finalement, 98% des enfants de 3 ans étaient déjà scolarisés avant l'obligation scolaire. 98%, Madame Riac. Avec de grosses inégalités territoriales. Deuxième élément, vous nous dites sur les moyens de l'éducation nationale. Alors moi, j'aimerais que on nous explique pourquoi dans le budget 2024 qui arrive, Monsieur Bourdin, il y a 1500... Qui est voté, 49.3, mais voté. Il y a 1500 postes qui sont supprimés dans le premier degré, et il y en a 500 dans le second degré, dont 200... Alors, dans les lycées professionnels. Ça, je vais venir sur... Attendez, on va donc, venir sur l'embauche. Il faut regarder les chiffres, et la réalité, c'est que vous supprimez des postes alors que vous avez une baisse démographique scolaire. Bon, mais Yannick Trigance... Alors que vous avez une baisse démographique scolaire, Madame Riac. Nous allons revenir, 90 000 élèves Yannick Trigance, s'il vous plaît. Nous allons revenir sur l'embauche des enseignants, la formation des enseignants et effectivement les difficultés pour attirer des enseignants vers l'éducation nationale. Mais un mot encore sur les résultats de 4e qui là ne sont pas bons. C'est ce que dit Gabriel Attal. Pourquoi, selon vous ? Et que faire ? Cécile Riac ?
La quatrième, et ça je le dis depuis très très longtemps, même comme déjà j'avais fait ce constat lorsque j'étais chef d'établissement, puisque j'étais principale adjointe du collège. C'est la classe de tous les dangers. C'est comme ça que je l'appelais, la quatrième, parce que c'est en termes de programme scolaire, il y a des nouveautés, particulièrement dans les matières scientifiques, en histoire et en mathématiques. Et c'est une catégorie d'âge où les élèves, naturellement, ont plein d'autres choses dans la tête. Donc déjà, c'est un passage difficile au collège. Oui. Et aujourd'hui, le collège d'une manière générale, le cycle 4 en particulier, eh bien oui, nous avons du mal à faire progresser les élèves, et ça, ce n'est pas normal. Et ce qui est aujourd'hui aussi grave, et il faut mettre le doigt très honnêtement dessus, c'est que là où nous avons commencé à réduire des inégalités dans le primaire, eh bien on s'aperçoit qu'au collège, malheureusement, ces inégalités se creusent. Et ça, c'est un problème. Bien, et solution, je ne sais pas ce que vous en pensez, Yannick Trigan, solution, c'est dédoubler les classes. Enfin, dédoubler les classes. Oui, 2 ou 3 niveaux dans une classe, 2 niveaux, des élèves, on aiderait plus les élèves qui sont en difficulté, et puis on laisserait poursuivre normalement la scolarité des autres. Mais on pourrait peut-être finalement... j'ai envie de dire, commencer par le début, c'est-à-dire que dans mon département de Seine-Saint-Denis, dans certains collèges, il y a des élèves, au moment où, là, nous discutons ensemble, qui n'ont pas cours. Parce qu'il n'y a pas d'enseignants. Et qu'un élève dans le département de la Seine-Saint-Denis, entre la maternelle et la fin de sa scolarité obligatoire, ce sont les parents d'élèves qui ont calculé, eh bien, les élèves perdent une année scolaire. Donc, si on commençait déjà par avoir des enseignants présents dans les classes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et des enseignants formés, ça serait quand même mieux que ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que la question aussi des effectifs dans les classes est un vrai sujet, parce que faire classe lorsque on a 30 élèves, enseigner des langues à 30 élèves, ça devient quand même extrêmement compliqué. Donc la question de la formation des enseignants, du remplacement des enseignants, et la question des effectifs, on va en parler, mais les enseignants français sont quand même ceux qui font le plus d'heures d'enseignement dans les pays de l'OCDE. Ce sont les moins bien payés, ils ont les effectifs les plus élevés et ils ne sont pas formés. Bien, je vais venir sur les enseignants. Un mot encore, entre 1 et 6 ans, les élèves restent en moyenne 832 heures par an devant les écrans. Quasiment le temps qu'ils passent à l'école entre 1 et 6 ans. Là, il y a quelque chose à faire. Vous êtes d'accord tous les deux? Oui, là-dessus, il y a des choses à faire. Et moi, quand j'ai fait la rentrée dans mon département, j'ai des directrices d'école maternelle qui m'ont là encore plus alertée en disant, pour elle, c'est presque, elle considère que c'est de la maltraitance. C'est une directrice d'école qui a employé ce mot-là. C'est une forme de maltraitance, je suis d'accord. Mettre un enfant devant un écran à 2 ans, c'est de la maltraitance. À 2 ans devant un écran de téléphone portable. Donc, il y a des choses à faire. Simplement, je vous rappelle qu'à l'Assemblée nationale, nous avons comme ça mené, à l'initiative de mon collègue Rodrigo Arenas, député de Paris, un groupe transpartisan, justement, sur les enfants et nos écrans, consécutivement à la proposition de loi de ma collègue Caroline Janvier. Et vraiment, il y a une alerte. Il faut que les parents soient extrêmement sensibilisés et soient conscients du danger qu'ils concourir à leurs enfants en les mettant devant un écran entre 0 et 3 ans particulièrement. Bien, les enseignants, le recrutement, allez, on en parle dans 1 minute. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 10h moins 10. Autre sujet, autre question et autre problème, le recrutement des enseignants, Cécile Riac. Ah oui. Les difficultés qu'a l'éducation nationale pour recruter des enseignants. Le métier n'est plus attractif. Il y a une difficulté d'attractivité, ça c'est certain. En plus, les 2 dernières années où il y a eu des mouvements, quand je dis des mouvements, c'est-à-dire le passage du concours a été décalé d'1 année, et on se rend compte que ce n'était certainement pas la bonne solution, puisqu'aujourd'hui, on demande à des étudiantes de s'investir dans 5 années d'études supérieures, et à l'issue de ces 5 années, de passer un concours. C'est-à-dire que vous vous engagez dans des études à Bac+5, sans être sûr, derrière, de pouvoir en plus être recruté. Donc ça, même si derrière, il y a eu un effort sur le premier salaire, on va dire, des enseignants, puisque ça y est, il a passé la barre des 2 000 €, il y a en effet un problème d'attractivité et un problème aussi, ça, vous savez que je le défends depuis très longtemps, sur la formation
le cursus de formation de nos enseignants. Alors, du premier et du second degré. Que faire ? Je me tourne vers vous, Yannick Trigance. Que faire pour attirer les enseignants ? Bon, déjà, peut-être éviter les promesses sans lendemain. Moi, je n'ai pas oublié que le président Macron sortant et le candidat Macron, pendant la campagne des élections présidentielles, s'étaient engagés à revaloriser de 10% immédiatement et sans aucune charge de travail supplémentaire. Donc la question déjà de tenir les promesses qui sont faites. La question évidemment de la rémunération, puisque on le sait, tant d'un point de vue des pays de l'OCDE que également, y compris par rapport aux autres fonctionnaires de catégorie A, on ne le dit jamais assez, mais les enseignants sont moins bien payés. Oui, en moyenne, un enseignant touche en moyenne par rapport à un cadre A, en moyenne, c'est 1 000 € de moins, quasiment. Donc il y a ça, et puis il y a évidemment par rapport aussi au privé. Et pourquoi je dis ça ? Parce que Madame Briac évoquait le niveau de formation aujourd'hui. À Bac+5, quand on vous dit soit vous travaillez pour 2 000 €, donc dans des endroits où c'est quand même assez difficile et où vous n'êtes pas formé, parce que c'est ce qui se passe en ce moment, vous faites un job dating de 15 minutes. Je ne vais pas parler du reportage qui est passé sur M6 il y a quelques jours, mais qui traduit la réalité. On vous propose 2 000 €, ou alors vous allez travailler dans le privé et vous touchez le double. Les jeunes, ils font quoi ? Ils viennent pas dans l'enseignement. Donc cette question-là, aujourd'hui, elle se pose. C'est la question du salaire, c'est la question de la formation. Enfin, moi, je sais pas, mon frère, il est directeur d'une école d'infirmières d'une grande ville en France. Les infirmiers, les infirmières sont formés. Avant d'aller voir un malade, ils sont formés. Pourquoi un enseignant ne serait pas formé ? Est-ce qu'on considère que enseigner, c'est moins important que de soigner les gens ? Moi, je ne pense pas. Je pense que la formation des enseignants, vous savez, les pays dans lesquels, on parlait tout à l'heure des évaluations, les pays dans lesquels les élèves réussissent le mieux sont ceux dans lesquels les enseignants sont les plus formés. Donc à un moment donné, il faut regarder là où ça marche et qu'on en tire aussi, chez nous, un certain nombre de conséquences. Cécile Riac, vous êtes d'accord ? Ah oui, là-dessus, je pense que c'est un constat qu'on partage. Il y a eu de pire que la suppression des IUFM, donc sous l'ère Sarkozy, donc après 2008. Derrière, un sursaut avec la création des SP sous le gouvernement Hollande, parce que justement, ce constat a été fait. Enseigner, c'est pas simplement avoir un haut niveau académique. Ils doivent avoir un haut niveau de savoir académique. Mais n'empêche qu'il y a des postures et des gestes professionnels qui doivent s'acquérir. Et c'est d'ailleurs pour ça que, avec certains collègues, nous préconisons, et ça depuis quelques années, mais là enfin nous avons été entendus par le gouvernement, de modifier la manière de recruter nos enseignants et surtout de faire en sorte que le master MEF devienne un master en alternance, c'est-à-dire où les futurs enseignants puissent acquérir à la fois donc ce niveau de haute comme une qualité, forme d'internat, comme l'internat en médecine. Et comme l'internat exactement en médecine. Et ça suppose aussi d'avoir, dans ces cas-là, un statut, parce que ça veut dire être devant les élèves, alors en surnuméraire ou en responsabilité, bien évidemment, il faudrait être tranché, mais ça veut dire que oui, ils doivent aller mettre les pieds dans les établissements scolaires. Vous êtes d'accord avec ça ? On évoque, tout à fait, on évoque la formation initiale. Oui. Je voudrais pas qu'on oublie la formation continue. Parce que ça, c'est un sujet. Un enseignant français aujourd'hui, quand il rentre dans une classe, ensuite, pendant une année scolaire, il bénéficie de 1,5 jours de formation. Dans les pays de l'OCDE, c'est 8 jours. En moyenne, je parle du premier degré. Donc à un moment donné, la formation des enseignants en continu, la formation continue des enseignants, elle se pose. Et moi, les décisions qui ont été, par exemple, annoncé par le ministre actuel de déplacer 100% du temps de formation hors du temps scolaire, je trouve ça extrêmement inquiétant. Parce que d'abord on fait passer de manière subliminale dans l'opinion l'idée que les enseignants, finalement, ils ont encore du temps en dehors de leur temps de travail pour aller se former, ce qui n'est pas la réalité. Je l'ai dit tout à l'heure. Et deuxièmement, sur cette question de l'information, sur cette question de la formation continue, on a déjà, Madame Briac, et j'alerte là-dessus, on a des formateurs qui sont en train de démissionner de leur fonction de formateur parce qu'il y a des mesures qui ont été annoncées, notamment sur la formation en dehors du temps scolaire. Cécile Riac, un mot de plus ?
Ce qui vient d'être dit, vous êtes d'accord ? Le mot de plus, c'est de toujours bien distinguer là, le premier degré du second degré, parce que la formation continue est beaucoup plus délicate et difficile dans le premier degré, du fait que les enseignants doivent être 24 heures par semaine devant les élèves. Donc il y a en effet à repenser cette formation professionnelle continue et continuer. Et je pense aussi que l'éducation nationale devrait aujourd'hui valoriser l'auto-formation et les partages de pratiques que les enseignants au sein des équipes font régulièrement. Merci à tous les deux. Il est 9h57. Merci. Nous aurons l'occasion de revenir sur le sujet, évidemment, parce que il est vaste et il mérite notre attention. Tout de suite, Sud Radio Média, après les infos. Valérie Expert, Gilles Gansman reçoivent Jean-Baptiste Guégan, chanteur sosie vocal, officiel de Johnny, et Bertrand Decker, qui est chroniqueur mondain. Merci. 9h57. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.